bienvenue à cette dernière conférence de Vapexpo Lyon, donc, notamment sur la réglementation de la cigarette électronique en France, donc la vape. À savoir avec nos invités aujourd'hui, donc Frédéric Saint-Gérand, qui est membre du comité d'administration d'EIDUS. Nous avons aussi Pascal Louezec, qui est aujourd'hui le président de l'association SOVAP. Je suis fatigué. Je sais pas pourquoi je dis Pascal. Jacques Lewes. Pourquoi je dis Pascal? Jacques Lewesec, donc président de l'association SOVAP, et Jean Moiroux, qui est le président donc, de l'association FIVAP, la Fédération interprofessionnelle de la vape. Les vraies questions aujourd'hui, en fait, on a eu un calendrier en fait en 2016 qui a été assez compliqué. Il y a eu pas mal de transpositions du droit européen en fait en droit français sur la cigarette électronique. Il y a eu aussi des engagements qui ont dû être pris par les fabricants de liquide. Ma première question sera à toi, Jean. C'est concrètement aujourd'hui, on en est où? Qu'est-ce qui a été transposé? Combien ça coûte? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Mickaël, bonjour à tous. Merci pour cette introduction, fort agréable. Avec une attaque par une question ouverte sur laquelle je pourrais aisément passer les 30 prochaines minutes, sachant que pour nous autres professionnels de la cigarette électronique, l'année 2016 a été plus que charnière. Je pense que ça a été un énorme travail pour tout le monde, avec à l'origine beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitudes. Il a fallu dissiper le doute, un doute qu'on se traînait un petit peu comme un boulet depuis plus de 2 ans. L'objectif étant de savoir quels étaient les montants des notifications, quels allaient être les calendriers, les délais pour mettre en conformité nos produits. Et puis également une problématique qui se retrouve dans tous les pays d'Europe. Donc aujourd'hui, je dirais que le cap principal a été passé avec la publication des textes dans la loi française. Et je pense qu'on est un petit peu dans une phase de digestion de toute cette nouveauté. Je pense que le rythme de l'innovation, les nouveautés qui ont été présentées pendant ce salon a été un petit peu ralenti parce que les fabricants ont dû travailler sur d'autres sujets que la création des liquides, par exemple, ou le marketing, l'innovation générale. Mais il y a eu un gros travail de mise en conformité des produits. Les nouvelles règles qui concernent notamment les étiquetages, les notices, tout ça, c'est des questions qui ont été au centre des problématiques industrielles des différents fabricants et qui aujourd'hui trouvent enfin leur débouché avec maintenant une part d'incertitude qui va concerner les contrôles et la façon dont ces produits vont être reçus par les autorités. Voilà. Donc, que dire, la transposition de la directive est un cap, on l'a passé, on est en train d'envisager l'après. Je pense que les problématiques, les thématiques principales qui vont être au cœur du lobbying des produits de la vape pour l'année 2017 vont principalement porter sur la publicité, parce qu'aujourd'hui la vape est injustement assimilée aux produits du tabac. Et l'objectif sera d'essayer de conduire vers des réglementations qui fassent la différence entre les produits du vapotage et les produits du tabac, pour essayer d'assouplir au mieux le contexte juridique autour de la façon dont on peut parler de nos produits, dont on peut les présenter. Il y a bien sûr toujours l'objectif de fond qui concerne le fondement même de notre action sur le sevrage tabagique, comment faire au mieux arrêter les gens de fumer, les convertir en vapoteurs. Ensuite, ils auront certainement plus de facilité peut-être à ne plus être dépendants de la nicotine ou rester dépendants de la nicotine. Mais c'est vraiment arriver à capitaliser sur le basculement et puis l'accompagnement. Il y a aussi une tranche importante du travail qui concerne la professionnalisation, notamment sur les circuits de vente, les circuits de distribution, les boutiques. Tout ça sont des sujets qu'on va traiter activement en 2017. Et il va falloir qu'on se mette en ordre de marche parce qu'on a toujours considéré la transposition de la directive comme l'objectif unique, principal. Et maintenant que c'est en train d'être derrière nous, il faut qu'on réinvente une dynamique pour pouvoir continuer à faire progresser sur d'autres terrains le lobbying de la vape. De ton côté, Jacques, avec SOVAP, SOVAP qui a un engagement bien particulier, qui se retrouve en fait un petit peu au milieu de tout ça, un peu le médiateur, j'ai envie de dire, si on peut regarder les choses de manière objective. Quel est l'engagement en fait aujourd'hui de SOVAP et comment SOVAP réagit en fait à cette réglementation, à cette application?
L'engagement de Sovap, il est toujours le même, hein. C'était le but du premier sommet qui a donné naissance à Sovap, était d'ouvrir le dialogue, de faire en sorte que les différents protagonistes, les différents acteurs, au lieu de parler chacun dans leur coin, soient réunis au moment du sommet d'abord pour échanger et pour trouver des terrains d'entente, moyens d'avancer tous ensemble et de faire en sorte que la VAP puisse émerger dans les conditions les meilleures possibles, malgré cette directive à transposer. Le but de SOVAP, c'est de maintenir ce dialogue, d'où ce second sommet qui est dans une semaine, lundi prochain. Qui a d'ailleurs un succès, il a été autofinancé. Tout à fait, qui a été une fois de plus entièrement autofinancé par les citoyens, ce qui est un message fort. Hein. C'est aussi, alors je suis toujours un peu de souci de demander aux vapoteurs de fouiller dans le fond de leur poche, mais ça nous donne aussi du coup une image importante parce que ça veut dire que ce sont les citoyens qui demandent aux autorités, qui demandent à l'administration de venir s'expliquer et de venir expliquer pourquoi ils ont pris telle mesure ou autre. Et puis, bien évidemment, la cerise sur le gâteau du premier sommet, ça a été la création de ce groupe de travail au ministère de la Santé. D'ailleurs, ce soir, je vais partir un petit peu rapidement à la fin de cette conférence parce que nous avons une réunion avec la DGS ce soir à Paris. Et donc, comme toujours, bien évidemment, c'est un rythme qui est administratif avec des réticences, avec du temps qui est dilué. On aimerait tous que ça aille plus vite, mais voilà, au moins on a obtenu ça. On a obtenu le fait qu'il y ait un dialogue qui soit établi, que toutes les parties prenantes soient présentes et qu'on essaye d'avancer dans le meilleur sens possible. Nous, notre principal focus, si je puis dire, c'est tout ce qui tourne autour de la propagande, etc., de faire en sorte que cette menace d'une amende de 100 000 euros ne pèse pas sur les épaules d'un citoyen qui s'exprime sur Facebook, d'un professionnel de santé, d'un scientifique, de n'importe qui peut faire l'éloge, en quelque sorte, de la VAP pour permettre de réduire le nombre de fumeurs en France. Mais dans ce groupe, voilà, la FIVAP est là aussi pour défendre ses propres intérêts qui convergent bien évidemment avec aussi ceux de l'EDUS qui, eux, s'occupent des vapoteurs en tant que tels. Nous, on est là un petit peu aussi pour faire le lien de tout ça et apporter la caution scientifique, médicale, de réduction du risque. Les associations, puisque SOVAP s'est clairement positionné comme une association de réduction du risque et travaille la main dans la main avec Fédération Addiction, avec SOS Addiction, avec le RESPAD, Tabac et Liberté, etc. Des associations qui prônent réellement la réduction du risque, quoi. Et malheureusement, c'est un domaine dans l'arrêt du tabac qu'on n'a pas pris en compte suffisamment. Et c'est un des seuls domaines dans les addictions où on avait encore cette obsession de l'abstinence absolue. Non, si on veut avancer, si on veut réduire considérablement le nombre de fumeurs en France, il faut aussi accepter que des gens aient besoin de consommer la nicotine sous une autre forme, une forme moins dangereuse, mais qui n'est pas forcément d'arrêter toute consommation. Aïdus, sur le problème de la consommation, la transposition de la réglementation, j'imagine que côté consommateur, on n'est pas content. C'est évident. Quel est votre sentiment comment Aïdus, en fait, vous avez réagi une fois que cette loi a été transposée en fait en droit français? Quels ont été les impacts sur la consommation? Est-ce que vous avez du recul déjà dessus sur les quelques mois qui ont pu passer en fait vis-à-vis de ces applications? Le recul, on a un tout petit peu maintenant, assez faiblement. On fréquente les boutiques à titre personnel, chacun de notre côté. Et on voit que la transposition en France, tout au moins, est une des plus light d'Europe, je dirais.
Ça, faut le souligner quand même. En France, on a cette chance-là, ça peut paraître chance à ce niveau-là. On a un impact quand même assez réduit par rapport à d'autres pays comme la Belgique notamment, qui ont pris cher. Au niveau consommateur, l'impact a été quand même relativement modéré. Donc, effectivement, les 30 millilitres, ça a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Mais globalement, on s'aperçoit que les fabricants, et notamment français, ont bien travaillé. Et ce qu'ils ont fait en 10 millilitres, notamment, les prix n'ont pas flambé parce qu'il y a un coût de notification derrière qu'il faut intégrer, le flaconnage qui diffère. Et ça, il y a certaines marques, marques européennes notamment, qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous, qui, eux, sont des transpositions peut-être plus compliquées à faire, où les prix ont effectivement monté. Au niveau consommateur, globalement, on s'en tire bien, on va dire. Justement, sur le sujet un peu plus économique, Jean, 2016, comment tu pourrais résumer 2016 et comment tu pourrais résumer les 3 derniers mois de 2017 en fait, vis-à-vis du mois sans tabac, de cette application de la réglementation? Est-ce que les gens ont complètement fui les vape shops finalement, ou est-ce que plutôt les primo-accédants en fait ont commencé à pousser la porte? Moi, je crois que la vape est dans une dynamique qui n'est pas du tout en train de s'arrêter. On s'en aperçoit aujourd'hui, on s'en aperçoit en discutant autour de nous, quand on est en boutique. Tout ce qui a été entrepris ces dernières années trouve son achèvement ces derniers temps, mais la dynamique est là. Je pense qu'économiquement, la situation est tout à fait correcte et que il faut maintenant on se mobilise peut-être un peu plus pour travailler sur des indicateurs chiffrés, parce que ça fait déjà quelques conférences qu'on dit ça va, c'est dynamique, les chiffres augmentent à peu près, mais il faudrait qu'on puisse quand même compter les vapoteurs, les vapofumeurs, les ex-vapoteurs. Donc ça va faire partie aussi des chantiers et des innovations qu'on va devoir mettre en place tous ensemble, je crois, en 2017, parce que ça commence à faire défaut, des chiffres solides. Donc, mais sinon, oui, ça va bien. Si je prends l'exemple de mon entreprise, je n'ai pas de vision particulière sur les comptes parce qu'on n'a pas cette façon de gérer, c'est un peu critiquable, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup travaillé. Les 3 derniers mois, ils sont un peu flous. Voilà, c'est un peu évanescent parce qu'on n'a pas arrêté de s'agiter, de chercher des solutions. On cherche pas les problèmes, on résout les problèmes. Et puis, dès qu'on a eu fini avec les solutions de conformité françaises dont on était à peu près satisfait, il a fallu rempiler sur les solutions de conformité belges, allemandes, italiennes et maintenant grecques, parce que les pays d'Europe transposent à des rythmes un peu différents. J'ai discuté par exemple tout à l'heure avec notre confrère espagnol. Ils sont vraiment dans le dur. Ils sont comme la France il y a 6-8 mois en train de transposer, de négocier avec le ministère de la Santé espagnol pour pouvoir essayer d'impacter un petit peu les détails de la transposition. Ce qui est bien parce que nous avons déjà un corpus de textes, une réflexion juridique qui a été menée par le ministère français, qu'on a aussi pu un peu influencer, et qui sert de caution pour les autres pays d'Europe. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible pour, imaginons la FIVAP espagnole, de s'inspirer de ce qui a été fait en France, en disant ce qui est fait en France est solide, c'est juridiquement solide, vous pouvez vous en inspirer. Ça permet d'avoir une option un petit peu meilleure que si on avait eu une transposition exacte, comme c'est le cas en Belgique. De ton côté, Jacques, avec Sovap, on voit l'intervention scientifique. On essaye d'avoir un maximum de données en fait, pour rendre un petit peu ces lettres de noblesse à la vape. Comment vous, de votre côté, vous arrivez à montrer aux autorités ou à montrer aux associations en fait, différentes, les associations donc, de lutte contre le tabac, que la vape c'est un formidable outil et que la vape doit être utilisée en fait, dans le cadre de la défense de la santé publique versus le tabac? Comment vous arrivez à faire ça? Parce que c'est un peu particulier, c'est un produit, on n'a pas le droit d'en parler en termes de sevrage. Comment vous gérez ça? Je pense qu'on a la chance d'avoir quand même beaucoup d'études scientifiques maintenant qui aident bien.
il y a aussi la parole des médecins, des tabacologues, qui sont confrontés maintenant à la vape depuis quelques années et qui finalement, quelque part, l'utilisent, sont rassurés. Il y a des barrières qui tombent comme ça, et même au niveau gouvernemental, je veux dire, des organismes comme l'OFDT qui fait des évaluations des ventes de cigarettes, etc., suit un petit peu, pas suffisamment et pas de façon suffisamment détaillée, ce qui se passe dans la vape. Mais voilà, ils ont des rapports, ils ont des choses comme ça qui les rassurent. En particulier, tout ce qui concerne les fameuses questions sur chez les jeunes, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça ne va pas inciter les jeunes, etc. Bon, même les données françaises ont rassuré les autorités de ce côté-là. Ce sont ces chiffres. Et effectivement, je pense que de la même manière qu'on a des chiffres, des indicateurs tabac qui sont publiés tous les mois par l'OFDT, qui ne sont pas forcément parfaits non plus, qui peuvent être améliorés. Le baromètre santé devrait être considérablement amélioré, puisque quand on voit l'Angleterre, par exemple, qui fait l'équivalent de notre baromètre tous les mois, alors que le nôtre, pour l'instant, c'est tous les 5 ans, avec une promesse de la nouvelle agence de santé publique de passer à un baromètre annuel. Voilà. On n'a pas cette culture en France de l'épidémiologie, des chiffres, d'aller enquêter dans le public pour suivre les choses. Il y a une cohorte qui a été entamée l'an dernier, qui donnera effectivement des choses intéressantes, mais probablement pas avant 3 ou 4 ans, parce qu'il faut accumuler les données pour voir les choses bouger. Donc, il y a un petit progrès, mais voilà, on aurait besoin de choses beaucoup plus détaillées, beaucoup plus complètes, et qui soient faites de façon très régulière. La vape évolue très vite, donc il est très important de suivre comment elle s'intègre dans la société des fumeurs, et de façon très détaillée et très rapprochée, quoi, parce que ça évolue très très vite. On voit côté FIVAP en fait la volonté de lutter contre l'interdiction de la publicité. J'ai cru aussi notamment entendre parler de taxes, et je pense qu'on pourra y revenir dessus après. On voit côté SOVAP en fait la défense scientifique, le fait d'apporter des données pour pouvoir étayer l'utilisation du produit de manière à le rendre utilisable par tous avec une bonne image et toutes les infos qui doivent être mises. Et ensuite côté EIDUS, comment on réagit vis-à-vis en fait de cette réglementation? Est-ce que vous avez, vous, par la suite en fait des oppositions particulières? Est-ce que vous avez entamé des projets, des travaux en fait pour attaquer des dispositions? Que font les consommateurs? Alors, les consommateurs seront principalement impactés par l'application de la loi sur le vapotage dans les lieux publics. Nous sommes très attentifs à ça, et nous sommes en discussion avec la DGS toujours sur ce sujet-là aussi. Tu peux peut-être nous rappeler le cadre des dispositions du vapotage dans les lieux publics? Comment ça, quel est exactement le cadre aujourd'hui? Alors, le cadre aujourd'hui, il est qu'une interdiction a été promulguée par la loi de ne pas fumer dans les moyens de transport fermés, ne pas vapoter, pardon. On n'a pas le droit de fumer nulle part en fait. Oula, pas bien. On ne peut pas vapoter donc dans les moyens de transport fermés, dans les établissements scolaires et recevant des enfants. Ça peut se comprendre, pourquoi pas. Et dans les lieux de travail clos, collectifs. Et c'est ce sujet-là principalement sur lequel nous sommes très attentifs, parce que tout le monde sait qu'un fumeur en phase de sevrage par le vapotage a besoin de consommer et ne peut pas se permettre d'attendre de faire une pause d'1 heure, de redescendre avec les fumeurs et d'être confronté à la cigarette fumée, quoi. L'impact il sera évident et immédiat. Il se remettra à fumer de toute façon. Donc nous sommes très attentifs à ça, à voir l'application réelle de ce décret. Et ça marche comment? C'est un règlement intérieur? Alors pour l'instant, la vape est un produit de consommation, considéré comme un produit de consommation courante.
est réglementé par effectivement le règlement intérieur édicté par le CE ou le chef d'établissement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai cru entendre ou j'ai cru savoir qu'une taxe pesait à l'Europe sur justement les produits de la vape, qu'il y avait des discussions et des déplacements en fait au sein de la FIVAP justement à Bruxelles pour pouvoir discuter de tout ça. Tu peux peut-être nous éclairer un petit peu plus sur le contexte, pourquoi, comment? Oui, alors c'est un des sujets qu'on doit traiter intensément en 2017-2018 jusqu'à 2020, 22, 25. Donc déjà, les produits de la vape sont taxés en France. C'est déjà le cas. Les produits du vapotage contenant de la nicotine sont taxés en France. Les coûts de notification qui concrétisent la mise sur le marché d'un produit et les coûts de maintien afférents qui sont annualisés, donc qui s'additionnent au début et qui ensuite on ne paye plus que les coûts annuels, sont une taxe. Déjà, il y a une taxe. Elle est variable selon les pays d'Europe. Ce n'est pas l'objectif initial de l'Europe. Pourtant, on en est arrivé là, du simple au triple selon les pays. Il y a des pays où c'est extrêmement discriminant, où c'est très cher. Il y a des pays où c'est un peu moins cher. C'est une taxe. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'à l'échelon européen, disons que les énergies qui s'y conjuguent permettent de contourner un petit peu le contexte local, les citoyens, la politique des États. Donc ça, c'est un nouveau front auquel on fait face avec un projet de taxation potentielle de la vape établi à Bruxelles. Mais ces taxes, s'il devait y avoir taxes, c'est quoi comme taxe? Ça sert à quoi? Ah bah ça, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les notifications en fait, qu'on va payer auprès de l'ANSES servent à financer un organisme en fait, de contrôle qui va effectivement vérifier les données avec des personnes qui ont été embauchées, donc on sait à quoi ça sert. Mais ça vient d'où cette taxe? Là, ça c'est encore extrêmement flou. On est dans une lutte de pouvoir, dans une lutte d'influence. C'est un petit peu machiavélique, mais c'est concret, c'est comme ça à l'UE. Et pour le coup, on a par exemple les sociétés du tabac qui aimeraient peut-être bien voir les produits du vapotage taxés avec des arguments qui ressemblent à maintenant que tous les États membres ont transposé la directive européenne de façon un peu différente, on ne s'y retrouve pas. Donc nous, on propose quelque chose de super pertinent. On va taxer les produits du vapotage de la même manière dans tous les pays d'Europe. Comme ça, on va apporter une unité à la réglementation sur les produits de la vape. Voilà, c'est un peu stupide, c'est ubuesque, hein, mais nous, on fait face à ça. Il y a eu des premières réunions qui ont été conduites là-dessus. Des réunions qui sont extrêmement préliminaires, préparatoires, avec des suggestions qui sont portées par l'industrie du tabac. Des contre-suggestions qui sont portées par les professionnels du vapotage un peu fédérés à l'échelle européenne et qui disent bah non, c'est un outil de santé publique, bien sûr que non, il ne faut pas le taxer. Depuis 3 ans, vous avez foutu le bordel partout avec cette réglementation disproportionnée qu'on a bien du mal à appliquer et qui rend les produits un petit peu plus complexes et flous auprès des consommateurs. Il est temps de s'arrêter. Voilà où on en est. Et donc ça, c'est des horizons qui sont à 4, 5, voire 8 ans. Donc on s'enracine là-dedans, on est présent, les professionnels de tous les pays d'Europe sont en train de se fédérer, donc tous les pays n'ont pas une fédération aussi solide que la FIVAP, donc on est un petit peu leader sur le sujet, on a créé une fédération européenne qui fédère les fédérations, ce qui permet d'aller collectivement apporter plus de moyens face à ce genre de problème. De l'ECIV? Voilà, les CIV. On a lancé le projet aux côtés des Anglais de l'IBVTA, et voilà, on a eu une réunion, je dirais, emblématique il y a quelques semaines, et on va probablement avoir une fédération européenne qui aura les moyens et qui sera présente à l'échelle communautaire. Voilà, donc maintenant qu'on est un petit peu plus tranquille en France et dans les différents pays d'Europe, on peut se permettre de s'unir à l'échelle européenne pour faire avancer nos dossiers. Un côté un peu plus politique sur SOVAP. SOVAP, avec le dernier sommet de la VAP, en fait, a permis de sensibiliser l'administration française en fait, à l'utilisation du vapotage dans le cadre de la lutte pour la santé publique contre le tabac. C'est quoi les objectifs de SOVAP demain vis-à-vis de la Direction générale de la santé? Quand je dis politique, c'est qu'aujourd'hui, on a une direction générale en fait, qui comporte des dirigeants. Les élections arrivent. Comment vous pensez gérer ça? Comment vous souhaitez vous intégrer en fait, dans cet écosystème en fait,
finalement est un peu obscure de la santé? C'est un petit peu on va dire le fil rouge, le fil conducteur du sommet dans une semaine, qu'on a voulu très politique, qu'on a avancé volontairement sur le calendrier par rapport à l'an dernier, où on avait fait ce sommet en mai. Tu peux nous rappeler les dates du sommet de la VAP? Le sommet, c'est lundi prochain, le 20 mars, au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, donc de 9h à 17h30. Et donc l'idée, c'est, on a contacté les présidentiables, les personnes qui se présentent à l'élection présidentielle, et on essaye d'obtenir la présence au moins de leurs responsables santé. Alors c'est pas gagné, on a quelques contacts, ça va encore continuer à se négocier cette semaine, je pense. Et ça, oui, ça peut des fois aller très vite. Hein. Il suffit de dire, voilà, il y a un tel qui va venir, si vous n'êtes pas là, etc. Ça peut peut-être provoquer des choses. Et puis, sinon, au moins qu'on ait un relais de presse qui fasse titiller un petit peu justement ces gens-là, se rendre compte que les vapoteurs sont aussi des électeurs. Et que leur prise de position ou leur absence de prise de position sur la VAP pourra aussi être jugée le jour où les gens iront glisser leur bulletin dans les urnes. Donc voilà, avec bien évidemment cette incertitude, qu'est-ce qui va se passer après les élections? Est-ce que le directeur général de la santé sera toujours là? Qui sera le prochain ministre de la Santé? Quelle sera la volonté gouvernementale de continuer ce groupe de travail ou pas? Voilà, ça va être à Sovap de s'adapter avec l'environnement qui va changer et puis d'essayer de trouver quand même une façon de continuer à avancer, bien évidemment. Et Frédéric, au niveau justement de la propagande, de la publicité, de toute cette partie en fait aussi liée en fait à l'interaction dans les lieux publics, vous avez l'intention à EDUS en fait d'entamer des actions en justice? Est-ce que vous avez des positionnements sérieux à ce sujet? Est-ce que c'est plutôt battant? Comment vous voyez les choses? Nous sommes en négociation avec la DGS, tout comme vous. On attend de voir ce qui en sortira. Nos avocats sont bien évidemment constamment informés de ce qui se passe. Il est très possible que si ça ne nous convienne pas, si le décret ne nous convienne pas, nous attaquerons effectivement ce décret en justice, bien évidemment. Et, au niveau de l'association, aujourd'hui, ça représente combien d'adhérents à EDUS? Comment on peut adhérer? Qu'est-ce que peuvent faire les consommateurs qui sont un petit peu sensibilisés à la VAP? Comment explique-nous un petit peu quel est le cheminement en fait. Alors j'encourage effectivement tous les vapoteurs à rejoindre l'équipe d'EDUS. Nous avons besoin de bénévoles déjà pour avancer, pour travailler ensemble. Nous avons besoin d'adhérents pour avoir une représentativité. Nous représentons les vapoteurs dans leur globalité et nous avons besoin d'avoir cette masse-là. Nous sommes actuellement entre 2000 et 3000 depuis 1 an et demi. Ce qui représente quand même une association quand même assez grosse en termes de chiffres. Quelle est la valeur de la cotisation aujourd'hui pour adhérer à EDUS? La cotisation est volontairement limitée, elle est à 10 €. Nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous refusons que les professionnels s'inscrivent en tant qu'utilisateurs, sachant que les professionnels sont pour la plupart des utilisateurs, bien évidemment. Moi, je me serais bien inscrit, mais je n'ai pas le droit. Pas le droit. Et donc, nous remercions aussi le VapExpo et son équipe des VapExpo qui, je vous le rappelle, fait l'entrée gratuite pour les adhérents EDUS. C'est à noter. Nous remercions Patrick Béduet et toute l'équipe VapExpo pour ça d'ailleurs. Justement, on entendait la taxe, on entendait aussi la publicité. Quels sont un peu les objectifs de la FIVAP en fait à l'orée 2017, hormis ces enjeux? Est-ce que vous avez des sujets particuliers sur lesquels vous travaillez d'une manière un peu plus large? Comment on adhère aussi à la FIVAP? Qu'est-ce que représente la FIVAP? C'est combien d'adhérents?
C'est combien de personnes si tu peux un petit peu plus nous éclairer en fait. La FIVAP représente les professionnels de la cigarette électronique en France, pluridisciplinaires, donc autant les fabricants d'e-liquide que les grossistes, les boutiques, les réseaux de boutiques. Nous sommes voilà, à peu près 400 adhérents, ça en fait une fédération représentative qui a en tout cas des moyens pour fonctionner, qui sont assurés par ses adhérents aussi. La cotisation est basée sur le nombre de salariés dans l'entreprise, elle est très variable, ça peut aller de quelques dizaines d'euros par mois pour une boutique physique à quelques milliers d'euros pour les plus importants acteurs. Ça ne veut pas dire qu'on roule sur l'or, hein. On essaye de dépenser cet argent le mieux possible pour financer alors, les actions de lobbying, hein. Il y a souvent des déplacements à l'étranger et puis il faut aussi s'occuper de toute la partie qui concerne la normalisation. Donc ça nous amène en Europe avec le comité européen de normalisation, puisqu'on est impliqué là-dedans, avec la présidence de ce comité européen de normalisation. Et puis le comité ISO, donc là c'est l'instance suprême des organismes de normalisation, puisque c'est mondial, on ne peut pas aller au-dessus après. Et le problème c'est que là les réunions se font à l'étranger, c'est souvent très loin. C'est souvent au Japon par exemple, donc ça c'est forcément assez dispendieux. Mais pour l'instant, voilà, je dirais qu'on est assez solide. On essaye de conserver un esprit pionnier. Il y a, je dirais, la passion qui nous anime toujours avec les membres du bureau. Et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Disons qu'on est toujours en train d'évoluer, de se structurer. Il y a une partie qu'on ne voit pas, c'est sur la vie de, je dirais, la vie de l'association. Hein, vous devez le savoir. Mais il faut que tout le monde puisse s'entendre, exprimer sa voix. Donc ça, ce sont des évolutions qui ne seront pas perceptibles et qui vont se faire de façon assez marquée en 2017. Et puis voilà, sinon on est là pour défendre les produits du vapotage avec passion et les emplois, et les filières, et l'innovation. On a des choses magnifiques en France, des initiatives scientifiques, médicales qui commencent à avoir un rayonnement mondial. Ça c'est une grande fierté, on a des entreprises pionnières du secteur dans le monde et on compte bien les protéger, les accompagner. Comment on adhère à Sovap? Est-ce que Sovap, tout le monde peut y adhérer? Comment on finance? Comment on peut aider aujourd'hui votre association en fait, à pouvoir continuer à sortir de terre, à pouvoir organiser des nouveaux événements? Il me semble que la participation en fait, avait l'air un petit peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient participer à la vie de votre association, mais s'ils sont professionnels, il y a apparemment des conflits d'intérêts. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors déjà, la SOVAP n'est pas basée sur le principe des membres, parce que justement, voilà, nous, on ne recherche pas spécialement à avoir des membres, mais à avoir une activité. Pour l'instant, on est trop jeune pour de toute façon envisager ça. On y a pensé. Je pense qu'on aura probablement dans le futur ce qu'on va appeler des membres actifs, donc des gens qui seront membres, mais en étant chargés d'actions particulières dans certains domaines, quand on aura un peu mûri, quand on aura aussi un peu de fonds de roulement qui nous permettront d'envisager d'autres actions, entre autres, par exemple, de disséminer un petit peu partout en France. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Et tout ce qu'on cherche pour l'instant, c'est avoir un minimum de fonds de roulement qui nous permettent justement de vivre. Donc, il y a possibilité de donner des dons, aussi bien ponctuels que mensuels, etc., qui, en allant sur Sovap, on peut choisir la hauteur du don qu'on veut. Ça peut être très modeste, ça peut être plus important. Mais effectivement, là aussi, un petit peu dans l'état d'esprit de l'EDUS, de façon à garder une indépendance, parce qu'on est dans un milieu où si on dit « Ah bah oui, mais Sovap roule pour la FIVAP, les professionnels, etc. » ça ne peut pas se faire. On n'aurait plus d'impact. Donc, les professionnels, nous, on les accepte, mais en tant qu'individus. C'est-à-dire qu'un professionnel peut très bien donner à titre personnel, comme n'importe qui, fumeur, non-fumeur, vapoteur ou pas, enfin, n'importe qui peut donner à la SOVAP, mais pas à titre professionnel pour les professionnels, par exemple, de façon à préserver notre indépendance et aussi notre crédibilité, on va dire, vis-à-vis des autorités.
Si tu avais un dernier mot à rajouter, Frédéric, un message à faire passer aujourd'hui, notamment pour Aegis ou pour les vapoteurs, ce serait quoi? Un dernier mot, juste avant le dernier mot, juste rappeler quelles sont nos actions aussi. Nous sommes, tout comme la FIVAP, impactés et impliqués dans la réglementation AFNOR, CEN et ISO. Nous siégeons pour la première fois cette année au comité de coordination du PNRT. Ça, c'est important. C'est quoi le PNRT? Le PNRT, c'est le plan national de réduction du tabagisme, qui a été dans la loi, enfin, le PNRT donc indiqué par Marisol Touraine en 2014 de mémoire. Donc nous avons un siège à ce comité cette année. Donc nous avons des actions qui ne sont effectivement pas forcément visibles des vapoteurs et sans quoi c'est un peu malheureux. Effectivement, on ne peut pas communiquer sur beaucoup de choses. Et donc j'encourage quand même, donc, pour un dernier mot, les vapoteurs à venir à l'EDUS. Oui, Jacques. Je voudrais rajouter un petit mot parce que y a une association qui travaille avec nous mais qui n'est pas là. C'est la VAP du Cœur que nous avons réussi à intégrer un petit peu au dialogue justement. La VAP du Cœur qui a besoin. C'est quoi la VAP du Cœur? La VAP du Cœur, eh bien, la VAP du Cœur, sur le même principe que les Restos du Cœur, eh bien, elle aide les fumeurs qui sont sans ressources ou à très faibles ressources à se mettre à la vape, grâce en particulier aux dons des professionnels, mais aussi des particuliers, qui leur permet de pouvoir équiper une personne qui a peu de moyens. En gros, je suis non imposable, je suis au RSA, je suis en galère, Voilà. je fume des clopes. Eh bien, on va t'offrir une box ou une cigarette électronique avec le kit de départ, le matériel, du liquide, et puis tu pourras continuer à avoir du liquide. C'est sous condition de ressources, bien évidemment. Donc, si quelqu'un qui est au RSA retrouve un emploi, redevient actif, etc., bien évidemment, ça ne fonctionne plus. Mais c'est une association dont il faut parler, qui a la chance aussi justement d'être pris très au sérieux par les professionnels de santé. Ils interviennent dans des XAPA, dans des centres d'addiction, ils interviennent partout où il y a des gens précaires. Ils se positionnent comment vis-à-vis du gouvernement? C'est une association reconnue? Ils sont en train de demander, on a poussé pour cela, ils sont en train de demander une reconnaissance publique de façon à ce que s'il y a des gens qui font des dons, ils puissent récupérer une partie de ces dons, défiscaliser ces dons. Mais ce dont surtout a besoin la VAP du Cœur, c'est de bénévoles. Ils ont surtout en ce moment besoin de moyens humains, d'avoir des relais en région, parce que c'est focalisé sur les endroits où il y a quelques membres actifs qui bougent. Mais ça serait très bien que il y ait des membres actifs un peu partout, bénévoles, qui puissent relayer ce que fait la VAP du Cœur, qui est vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Concernant Sovap, si tu avais un dernier mot justement sur Sovap, qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui aux personnes qui sont présentes, aux personnes qui vont regarder la vidéo qui va être rediffusée? Un dernier mot, moi je pense que je suis heureux d'être avec Sovap dans ce paysage-là, d'apporter un élément de plus, une unité de plus pour défendre tous ensemble la VAP. Et puis j'espère qu'on va pouvoir avoir une visibilité, faire en sorte de faire respecter la VAP au niveau des autorités, au niveau des associations anti-tabac, etc. Et vraiment placer la VAP dans ce cadre de la réduction du risque et de faire en sorte que surtout la VAP reste la plus libre possible, puisque 80% des fumeurs sont hors parcours médical pour arrêter de fumer. Donc il faut que ça reste comme ça, ce qui n'empêche pas les professionnels de santé de s'y intéresser, de l'utiliser de leur côté. Il y aura toujours des fumeurs qui auront besoin aussi de ce parcours-là, d'avoir un soutien. Sovap va clairement défendre la liberté de la VAP. Prochaine échéance, le 20 mars, le sommet de la VAP. Dans une semaine, nous y serons.
Jean, si tu avais un dernier mot à ajouter sur la FIVAP, sur vos engagements, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Mais moi, je peux que rebondir sur ce que Jacques vient de dire. La vape doit rester libre parce que c'est cette liberté qui la rend attractive. Pour la première fois dans l'histoire de la lutte contre le tabac, on a un système qui permet aux gens de se saisir de leur sevrage, créer leur propre stratégie pour arrêter de fumer des cigarettes tout en se faisant plaisir avec des goûts qui sont drôles, qui sont moins drôles, mais en tout cas qui sont comme ils les choisissent. Pour ça, il faut qu'il y ait de la variété, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit de qualité, il faut que les gens puissent avoir toutes les possibilités que leur offre l'innovation technique et la passion des gens qui sont derrière. Et par les gens qui sont derrière, j'entends bien évidemment les miens, les fabricants, mais aussi les professionnels de santé, les scientifiques, les usagers qui sont impliqués sur le sujet. Et ça, il faut qu'on puisse être là aujourd'hui, il faut qu'on puisse être là demain et pour très longtemps. Il faut qu'on se défende, il ne faut pas qu'on laisse ce produit unique, cette innovation de rupture, se voir dégradé, se voir limité dans ses possibilités technologiques par des énergies, des forces qui seraient mal intentionnées. Et par mal intentionnées, on peut imaginer de grandes industries qui ont des monopoles sur des produits qui tuent beaucoup de gens ou qui endorment beaucoup de gens, par exemple. Je vous laisse faire la traduction. Mais nous, il faut qu'on soit là. Alors, on est nouveau, on est petit, on a les crocs, mais en même temps, on porte avec nous la possibilité pour des millions de personnes dans le monde de gagner des années de vie. C'est quand même super. Et ça, voilà, je crois qu'il faut entretenir cette flamme et cette force-là. Ça passe par toutes les innovations et les organisations qu'on vient de citer. J'espère qu'on sera très nombreux lundi, que ça sera un beau succès parce que le premier sommet de la VAP a vraiment été une charnière, un tournant dans notre action. Hein. C'est la première fois qu'on a réussi à fédérer un petit peu le personnel politique autour de la question du vapotage et qui nous ont tendu une oreille attentive. Et à partir de ça, on a pu créer des choses. C'est une situation française. Dans d'autres pays d'Europe, c'est pas aussi bien. On espère que ce qui est arrivé en France va leur donner des idées. Et je suis vraiment curieux et assez excité à l'idée de voir comment ça va se passer lundi, parce que vu l'impact du précédent sommet de la VAP, j'ai bon espoir qu'on puisse à nouveau construire des choses qui vont aller dans le très très bon sens pour 2017. Eh bien, merci Frédéric, merci Jacques, merci Jean. Et puis on clôture donc cette dernière conférence de VapExpo Lyon. Et merci à VapExpo Lyon de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli donc tous ces intervenants pour pouvoir encore défendre et militer pour la vape et lutter contre le tabac. Merci à tous.